Donc là, on va vous parler de la prévention aux écrans, l'éducation aux médias. Donc Aurélie Angelberg, qui est psychopraticienne et formatrice, donc va nous exposer cela. Donc, qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil à donner aux parents pour éviter justement les écrans? Les écrans sont partout maintenant, à l'école, chez les assistantes maternelles, dans les familles. Donc, quoi en penser? Et comment lever les freins et sensibiliser les parents justement sur ce problème? Ok. Merci. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Vous allez répondre dans vos têtes, mais j'aimerais bien que chacun de vous puisse compter, dans sa tête du coup, combien de personnes vivent sous votre toit et combien d'écrans vivent sous votre toit. Je vous laisse un petit instant. Par écran, j'entends télévision, smartphone, tablette, ordinateur et console de jeux personnelle. Vous pouvez compter les rétroprojecteurs si vous en avez un chez vous, mais ce n'est pas tout à fait la même chose avec un rétroprojecteur parce que la lumière vient du rétro et ne vient pas de l'écran. Pour les écrans que j'ai cités précédemment, c'est l'écran qui envoie directement la lumière et donc il y a des effets complémentaires. Vous avez compté, vous pouvez dire 2-3 chiffres comme ça que je puisse entendre. Combien d'écrans? Ok. Il y a une étude récente qui a montré qu'à l'heure actuelle, en France, il y a environ une dizaine d'écrans par foyer. Donc vous êtes normaux, c'est ça, vu les chiffres que voilà, c'est pas inquiétant par rapport à la norme en France. Oui, une dizaine d'écrans à l'heure actuelle. En fait, il y a eu une accélération énorme. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez donc l'arrivée d'Internet 94, l'arrivée des téléphones portables environ 98, mais surtout la grosse accélération, ça a été avec l'arrivée des smartphones. Il y a une grosse dizaine d'années, en 2007. Là, ça nous a fait basculer. Positivement, bien sûr, les écrans nous apportent des tas de choses positives. Mais donc 2007, les smartphones, 2009-2010, l'arrivée des tablettes. Et l'arrivée de toute cette technologie dans nos foyers, dans nos poches, au bout de nos mains. Et c'est formidable parce que on a accès à la communication à tout moment, une ouverture sur le monde incroyable, des tas d'informations, de nouvelles connaissances, des tutoriels, on peut apprendre des tas de choses, de la formation à distance. C'est un bon moyen de divertissement aussi. Et des avancées magnifiques dans l'adaptation aux personnes en situation de handicap aussi. Enfin, des tas d'avantages. Mais du coup, oui, il est nécessaire du coup de faire de la prévention parce qu'il y a un nombre tel d'écrans autour de nous que nous ne prenons... Enfin, déjà, est-ce que vous aviez réalisé que vous en aviez autant sous votre toit? Non, je vois des non. Oui, pas forcément. Et du coup, la prévention n'est pas venue en même temps que l'arrivée de tous ces écrans à nos domiciles. Donc, oui, des effets... alors, juste comme c'est très timé, j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la lumière bleue? Ok. Je réexplique ce que c'est. Ah, j'ai entendu des oui et des non. Je vous la fais super rapide l'explication. Les écrans, pas celui-là du coup, mais ceux qui sont rétroéclairés avec des ampoules à technologie LED à l'intérieur, produisent une lumière qui n'est pas la même que celle de la flamme d'une bougie, qui n'est pas la même qu'une halogène, mais qui est la même que celle du soleil. Donc ça va avoir un effet sur notre cerveau. Quand la lumière du soleil diminue en situation naturelle, notre cerveau comprend que on arrive vers la fin de la journée et du coup il déclenche la sécrétion de l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Notre cerveau s'imprègne de mélatonine, notre corps aussi. Au moment où nous allons nous coucher, on est prêt à s'endormir. Mais si nous avons été beaucoup confrontés en quelque sorte, en face en tout cas d'écrans, notre cerveau a beaucoup été stimulé par cette lumière-là et si nous regardons les écrans tard aussi, ça va perturber, bloquer, au moins en partie, retarder cette sécrétion de mélatonine. Et donc, avoir une influence sur l'endormissement. Donc parfois, on ne comprend pas pourquoi un enfant a du mal à s'endormir, ou nous-mêmes aussi, parfois. Il est possible qu'il ait été beaucoup confronté à la lumière bleue, par exemple. Ce matin, le professeur
excusez-moi si j'écorche le nom, oui, a parlé du développement du jeune enfant. Et on a vu comment, dans les 1000 jours que vous repreniez tout à l'heure, des tas de choses se passent dans le cerveau, des tas de connexions se font, des apprentissages, enfin, c'est énorme quand même, tout ce qui se passe dans le corps de l'enfant. Mais à aucun moment, il a dit « il suffit de leur faire regarder un écran pour qu'ils apprennent à lever la tête, ou à redresser la tête, ou à s'asseoir, ou à se lever, ou à bouger, ou à faire quoi que ce soit. » En fait, ça ne peut passer que par la stimulation des sens, de tous nos sens. Ce développement à la fois moteur, cognitif et affectif aussi. Pour le côté affectif, ben, ça va se passer par le contact réel avec des personnes réelles. Nous avons vu aussi ce matin que l'enfant, dès la naissance, est attiré vers le visage des personnes qui s'occupent de lui. Et en fait, il est naturellement attiré par la partie la plus mobile et la plus lumineuse du corps de la personne qui s'occupe de lui. Et donc, du coup, c'est quoi cette partie? Les yeux, tout à fait. Donc, imaginez, il y a des yeux par là, puis là, il y a un super grand écran, super lumineux et super mobile. Ben, et il est probable qu'il soit fortement attiré par l'écran. Mais ça ne va pas lui permettre de prendre conscience des mimiques de la personne, de tisser un lien, en fait, et d'être dans cette réponse et dans ce mimétisme. Voilà, d'être face à un écran plutôt que d'être en contact avec des personnes réelles. Donc, ça peut engendrer un petit enfant qui va être immobile, passif, face à un écran, ne va pas donc stimuler tous ses sens et ne va peut-être pas, du coup, stimuler toutes ces connexions neuronales. Et donc, ça peut avoir un impact sur son développement moteur, affectif, cognitif. Pour un enfant qui serait beaucoup devant les écrans et uniquement devant les écrans, je la fais rapide, ça craint. Pour un enfant qui serait devant des écrans, j'apporte une petite, une petite souplesse, une petite nuance, merci, mais qui, par ailleurs, serait stimulé, aurait l'occasion de jouer, de toucher, de sentir, de goûter, mais pas à la bouche, mais bon, en même temps, il a quand même besoin de mettre à la bouche pour développer un certain nombre de connexions aussi. Ça va quand même compenser, au moins en partie, le ralentissement de toute cette création de connexion qui ne se fera pas pendant qu'il sera devant des écrans. Est-ce que j'ai été claire? Ok, ça marche. Dites-moi non, si c'est non. Du coup, je passe au côté... Ah non, je voudrais vous parler quand même de la concentration et après je passe au côté concret. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les enfants et avec les parents dans cette dynamique de prévention par rapport aux écrans. Je voulais parler de la concentration. En fait, nous avons deux façons différentes de nous concentrer. Une concentration automatique. On allume un écran. Je suis super concentrée devant l'écran. Et une concentration plus volontaire, dynamique. Je suis en interaction avec quelqu'un, j'essaie de comprendre ce qu'il me demande de faire et je me concentre pour être dans l'exécution de la tâche qu'on me demande. Ça coûte un peu plus, la deuxième. Mais en fait, nous avons une sorte de capital concentration commun aux deux. Donc, si de bon matin, je regarde un petit dessin animé, je grille en fait. Une partie, je consomme, j'utilise une partie de ma capacité de concentration, ce qui fait que par la suite, quand il va falloir que je me concentre pour, je sais pas, ranger, fermer la bouteille, ou ranger mes jouets ou quoi que ce soit, ça va me demander vachement plus de concentration, vachement plus d'énergie, ça va être plus difficile, j'y serai moins disposée. Vous avez entendu parler du 3-6-9-12 de Serge Tisseron. Du coup, la préconisation, c'est quand même 0 écran avant 3 ans. C'est difficile, je ne vais pas dire le contraire. Je rencontre des parents qui s'y tiennent pour le premier. Parce qu'après se pose aussi la question de, pour le premier, c'est nickel, on a fait tout parfait, mais bon, maintenant il a grandi, donc il a le droit de regarder les écrans. Mais maintenant, la deuxième, la petite qui arrive, elle se retrouve à regarder la télé avec son frère. Oui.
Et du coup, ça vaut le coup de réfléchir à comment je peux m'organiser pour que le grand ait quand même un droit d'écran sans que la petite soit devant. Du coup, on a réfléchi, c'était une séance de groupe, en fait, une réunion de groupe de parents. Et donc, finalement, la maman a décidé déjà qu'elle allait mettre un petit peu moins d'écran pour le grand et qu'elle allait lui permettre de regarder un petit dessin animé pendant que sa sœur serait à la sieste. Voilà. Donc, il y a des choses à réfléchir, en fait. Donc, je disais 0 écran avant 3 ans. Je vous encourage à mettre ça en pratique et à encourager les familles à mettre ça en pratique. Mais concrètement, on a tous des points communs, on a aussi tous des différences, des organisations différentes dans nos vies familiales. Et puis le temps, la question du temps est revenue pas mal de fois aujourd'hui, autant sur le temps d'intervention que sur le temps que les enfants n'ont pas pour leur développement. Le temps, nous on n'a pas forcément tout le temps non plus, et puis parfois c'est super pratique de les mettre devant un écran. Mais du coup, si on n'arrive pas à faire complètement le 0 écran, l'idée c'est de se donner, vous disiez tout à l'heure, je finis ma phrase, de se donner un challenge, de se donner déjà peut-être un objectif, une chose à mettre en place. Vous disiez tout à l'heure qu'à l'issue de vos réunions, vous proposiez aux parents de dire une chose qu'ils allaient mettre en place à la maison. Mais je fonctionne de la même façon quand je travaille avec les parents. Chacun repart avec un challenge qu'il choisit. Qu'est-ce que je vais m'entraîner à faire à la maison ? Et après, si finalement, ils le font pas, c'est pas grave, ils ont quand même été dans cette dynamique-là. Et puis peut-être qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient décidé de faire, mais ils vont mettre en place une autre chose. Mais du coup, ça les met quand même dans une dynamique d'action et de mettre quelque chose en place. Est-ce que vous avez entendu parler des 4 pas ? Ok. Est-ce que je les redis vite fait ? Ok. Donc là, oui, tout à l'heure c'était Tisseron, je l'ai dit, pour le 3-6-9-12, et là c'est le docteur Duflo, et tout, c'est un travail collaboratif, du coup qui a mis en place, je fais comme ça, c'est une fleur avec 4 pétales, ça m'aide à m'en souvenir. 4 préconisations, pas d'écran le matin, repensez à la concentration dont je pensais tout à l'heure, pas d'écran avant de dormir, donc là, vous pouvez repenser à la lumière bleue, pas d'écran en mangeant. Bah oui, ça peut être sympa d'avoir une petite interaction quand même, partager des choses, et puis s'éduquer aussi à la faim, la satiété, le goût des aliments, etc. Parce que si je suis devant un écran, je suis captée, omnubilée par l'écran, et du coup, je ne vais même pas réaliser ce que j'ingère. J'en suis à 3. Et le 4e, c'est pas d'écran dans la chambre. Alors, c'est dommage. Mais ça a un double intérêt d'une certaine façon. Ça évite le fait que l'enfant se replie sur lui-même avec son écran et qu'il prenne l'habitude d'être seul face à un écran, parce qu'un des risques dans une utilisation excessive des écrans, c'est l'isolement. Donc tant qu'à faire, s'il ne prend pas cette habitude dès l'enfance, c'est plutôt bien. Et d'autre part, ça permet aussi à l'adulte d'avoir un regard sur ce que l'enfant regarde. Parce que du coup, un des risques aussi de l'utilisation des écrans, c'est d'être confronté à des contenus inappropriés, puisqu'avec l'accès magnifique à Internet, et c'est sublime, on a accès à absolument tout ce qui existe dans le monde, mais c'est aussi horrible, parce qu'on a accès à tout ce qui est possible dans le monde. Et d'autre part, le fait de regarder aussi les écrans avec eux, ça permet de parler de ce que l'on voit sur les écrans. Et ça permet, nous déjà en tant qu'adultes, de les accompagner, et puis les faire s'exprimer aussi. J'aurais aimé vous parler de la différence entre le réel et l'imaginaire et les émotions, mais j'aurais pas le temps. On fera ça dans la discussion. Ça marche. Et juste pour donc des choses qu'on peut faire avec eux, directement avec les enfants, ça va être intéressant déjà de jouer à toute autre chose qu'avec des écrans, pour justement stimuler leur sens et favoriser leur développement. Donc jouer à tout style de jeu, en intérieur, en extérieur, jeux de société, des cubes ou quoi que ce soit, enfin tout ce qui est possible. Et avec eux, ça va être important aussi de jouer à des jeux symboliques qui vont permettre d'introduire certaines préconisations par rapport aux écrans. Je repense à un instituteur de maternelle qui me disait que à un moment, des enfants jouaient à mettre la table. Il y a un petit qui a été chercher un téléphone pour le mettre à table. Parce que de même qu'il y a le couvert, les couverts, le verre et l'assiette, il y a le téléphone. Donc ça a été l'occasion d'aborder la question, etc.
Donc voilà, que ce soit par rapport à la distance aux écrans ou plein d'autres choses, mais ça peut passer aussi par le jeu. Merci beaucoup. Donc, on verra les autres préconisations lors de la discussion. En tout cas, c'était très intéressant. Merci pour vos interventions. Ce n'est pas tout à fait une question, mais quelque chose concernant les écrans. Il y a une grande campagne publicitaire, mais dans le bon sens du terme, hein, médiatique plus que publicitaire, sur l'utilisation des écrans et le lien qu'il pourrait y avoir avec des pseudo-troubles autistiques. Ce qui est vrai, c'est que ça favorise les retraits relationnels et ce que jadis nous appelions les défenses autistiques plus que... Voilà. Néanmoins, c'est important de nuancer le propos parce que les écrans chez les enfants vraiment autistes, sont parfois la seule façon pour eux de préserver des capacités d'apprentissage. Donc, sur les services qui peuvent prendre en charge des jeunes enfants autistes, on peut utiliser des tablettes pour leur permettre de catégoriser, etc., puisqu'ils ne font pas ces expérimentations et qu'ils le font parce qu'ils ont un attrait justement visuel. Et donc, c'est important que les gens le sachent, que sur les discours qu'on a pour les écrans, il faut pouvoir les nuancer. Tout à fait. Merci. Oui.